Bonjour à tous, je ne vous remercie pas pour votre fidélité, mais elle viendra puisque c'est la première occasion qu'on a ensemble de se retrouver maintenant pour ce rendez-vous des dirigeants, ce premier rendez-vous des dirigeants. Il y en aura plusieurs et j'ai la chance d'accueillir ce soir ici au campus Eiffel pour l'IFG Stanislas de Benzmann, le cofondateur de Devoteam et qu'on recevra dans quelques minutes. Mais avant tout, il faut parler avec le directeur des programmes. C'est toujours comme ça dans une émission de télévision, même quand elle est sur Internet. Bonjour Jean Alessandri, vous êtes directeur des programmes de l'IFG et vous allez nous parler de cet institut qui est au cœur de ce campus. Absolument, merci. Oui, alors donc je suis Jean Alessandri, donc directeur des programmes au sein de l'Institut français de gestion. L'Institut français de gestion, c'est 60 années d'existence, donc ça date de 1956. Et nous sommes un organisme, je dirais, spécialisé dans la transformation managériale. C'est-à-dire que au sein de nos programmes, nous prenons des participants, souvent responsables opérationnels, directeurs opérationnels, qui souhaitent accéder à des fonctions de dirigeants, des fonctions de managers, et avoir aussi un comportement de leader. Alors pour cela, effectivement, ils vont acquérir un certain nombre de compétences, un certain nombre de comportements tout au long de des formations que nous offrons pour devenir, je dirais, les managers, les décideurs de demain. Est-ce que l'IFG, on peut y accéder facilement ? Oui, bien sûr, on peut y accéder très facilement. Il faut. Quelle est la voie au fond, alors, la voie par rapport à nos programmes, notamment notre programme phare qui est l'exécutif MBA ICG, qui est un master, qui est un MBA, en partenariat notamment avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'IAE de Paris, qui est la Business School de la Sorbonne. Il faut effectivement déposer un dossier, hein, bien sûr. Il faut avoir une expérience de plusieurs années en termes de cadre opérationnel, pas forcément dirigeant, bien sûr, puisque nos formations vont conduire à cela, et déposer un dossier, remplir certaines conditions en termes aussi de diplôme de formation initiale. Il y a une émission qui est faite en partenariat donc avec la Sorbonne pour pouvoir accéder à ce type de programme. Alors nous sommes assez exigeants quand même, puisque nous voulons des promotions plutôt homogènes, avec des gens d'un certain niveau, effectivement. On va dire des professionnels à fort potentiel. Voilà ce que nous recherchons au sein de nos formations. Alors, il y a une forte potentialité digitale qui va s'installer avec l'IFG. Ce n'est pas incompatible avec une école qui a 60 ans, au fond ? Non, je ne pense pas, parce qu'effectivement, 60 ans, c'est beaucoup d'expérience, mais nous sommes sur le marché aujourd'hui l'un des leaders, pour ne pas dire le leader de la formation en termes de digital, puisque, je vous l'ai dit, nous apportons une transformation managériale qui va avec cette transformation digitale, puisque tout au long de la formation, nos participants vont pratiquer beaucoup le digital, que ce soit des visioconférences, nous avons un certain nombre de sites effectivement équipés pour cela, c'est des classes virtuelles, c'est beaucoup de choses, donc ils vont avoir beaucoup de pratiques digitales. Ça fait plusieurs années déjà que nous offrons dans nos programmes des cours notamment 100% en ligne pour permettre à ces participants qui souvent sont très très loin d'accéder à ce type de formation. Alors il y en a qui ont la chance d'être sur un campus proche de la Tour Eiffel et d'autres qui sont loin, et c'est ceux avec qui on va dialoguer ce soir. Absolument. D'ailleurs, on tient bien sûr à les remercier, effectivement, puisqu'il y a actuellement plus de 2000 inscrits pour cette conférence sur la transformation digitale. Ils viennent d'un peu partout, il y a plus de 80 pays qui sont représentés. Tous les continents. Absolument, tous les continents, et notamment l'Afrique, puisque nous avons notamment des programmes 100% en ligne, où il y a beaucoup de participants qui nous viennent d'Afrique, de tous les pays. Je citerai la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Gabon, le Cameroun. Donc il y a toujours beaucoup de participants africains qui viennent à nos formations, qui sont chez eux, qui suivent de chez eux, et qui participent à ces formations. Alors ce sont des formations bien sûr individuelles, bien évidemment, parce qu'elles mènent à des diplômes reconnus, comme le master de la Sorbonne, comme le MBA de l'IAE de Paris, comme notre exécutive MBA également, proposé par l'Institut français de gestion. Il y a plusieurs titres, mais ces gens-là, effectivement, viennent rechercher d'abord des compétences, des comportements pour être les dirigeants, comme je le disais, de demain, et surtout travailler, puisque c'est une de nos caractéristiques, non pas travailler toujours individuellement, mais en collectif, puisque nous préconisons un travail collaboratif avec notamment nos groupes de co-développement. Alors,
alors avec un network important d'anciens élèves aussi que vous recherchez et qui sont appelés à se manifester auprès de vous. C'est donc vous, Jean Alessandri, le directeur des programmes de l'IFG. Merci de nous accueillir. On va accueillir un invité prestigieux pour démarrer ce cycle de rendez-vous des dirigeants, Stanislas de Bensman. Vous allez les voir, on va l'interroger ensemble. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que nous avons prévu un petit sondage avant de laisser la place à Stanislas de Bensman. Un petit sondage qui va apparaître pour nos participants, qui dure à peu près 1 minute. Et la question, elle est assez simple. C'est sur la transformation digitale. Voilà, le sondage va apparaître. On voit le visuel. Voilà, la transformation digitale, c'est avant tout pour vous un enjeu technologique, un enjeu organisationnel, un enjeu humain, un enjeu business ou un enjeu d'innovation. Alors il y a une réponse possible, mais on voudrait savoir un petit peu pour nos participants quelle est leur sensibilité, quel est leur avis par rapport à ça. Et je crois que ça sera ensuite le moment de laisser la place à Stanislas de Bensman pour répondre à partir de cela. Donc c'est assez mitigé, je dirais. Il y a beaucoup d'enjeux organisationnels pour nos participants. La dominante, c'est l'enjeu business, pour 33%, un enjeu humain pour 10%, puis un enjeu innovation. Alors je pense que c'est un petit peu tout cela, et je crois que Stanislas de Bensman va nous éclairer. Très bien. Alors maintenant, vous allez nous quitter, restez avec nous, mais nous quitter, on va accueillir Stanislas de Bensman. Mais avant tout, je voulais vous présenter un petit film qui vous présente l'aventure de Devoteam, cette entreprise qu'il a cofondée et qu'il a créée. On regarde ce film. In 1995, 2 entrepreneurs launched their business in an expectant and ever-changing environment. It's the eve of Y2K, and companies are facing major social and economic revolutions. Technological innovations are starting to appear. Devoteam is born. Devoteam immediately seizes on and surfs these currents of change, aware that the explosion of networks with the arrival of internet will rapidly open opportunities as well as challenges for business. From the implementation of data centers to security issues and the shift from physical infrastructures to the cloud, everything accelerates. New players enter and shake established organizations, changing the rules, impacting how people live and buy. Connected and mobile employees work differently. New services appear every day. In this new environment, the role of the IT department must evolve quickly and become more agile. The Chief Information Officer is now a major player at the heart of thinking about the future for all corporate functions. At Devoteam, to help our clients win their digital battle, we rely on 3 pillars: the creation of a flawless technology platform, the implementation of innovation processes within the business model, the activation of the organization's collective intelligence, which puts employees at the heart of the transformation. We are digital transformakers. Devoteam. Voilà, retour avec notre invité. Bonjour Stanislas de Bensman, merci d'être avec nous. Bonjour. De consacrer du temps à cette première rencontre des dirigeants de l'IFG sur Internet. Un parcours incroyable, on va en parler, mais d'abord ce nom Devoteam. Comment il est sorti? C'est quoi? C'est un nom, on fait quoi? On phosphore avec son team pour sortir un mot pareil? Comment vous avez eu l'idée? Je crois que ça s'est imposé d'abord sur le thème de l'équipe. Le team, c'était vraiment l'idée centrale de l'entreprise quand on a démarré avec mon frère. Hein. Et puis, le développement, ça s'imposait, puisque le développement, c'était le développement de l'entreprise, le développement des équipes, le développement de ce qu'on faisait chez nos clients. On faisait quand même beaucoup de développement, en tous les cas, à ce moment-là. Donc, le mot clé, c'était le développement en équipe. Et c'est ça qui a naturellement amené de façon consensuelle sur ce nom. Alors, une jolie aventure humaine, vous l'avez évoqué il y a un instant, avec votre frère. Vous entendez toujours bien? On s'entend très bien. En étant co-dirigeant? Après 20 ans, on s'entendait bien avant et on s'entend bien. Pour pouvoir travailler avec son frère pendant 20 ans, il faut bien s'entendre. Hein, sinon, ça va pas… Vous êtes répartis les rôles? Comment ça se passe à la tête de l'entreprise?
Plutôt, c'est-à-dire que voilà, Godefroy, mon frère, il est sur tous les sujets de stratégie, de contenu, d'offres, et moi je suis plutôt sur le sujet de la performance de l'entreprise et de son développement. Alors on est dans une école prestigieuse, est-ce que vous étiez un bon élève d'abord? Moi j'étais un élève absent. Voilà, c'est ce que disaient mes professeurs. J'étais pas vraiment là, j'étais pas vraiment présent. Non, je me suis bâti un univers à l'extérieur de l'école parce que ça, malheureusement, j'avais pas une intelligence très scolaire probablement. J'espère que j'avais un peu d'intelligence, mais pas de scolaire. Donc je me suis mis à travailler très tard. Donc je dis aux parents qui ont des enfants qui ont du mal à l'école qu'il ne faut pas se décourager, que ça peut venir. Est-ce que vous étiez un geek, comme on dit? Est-ce que vous étiez passionné de ces nouvelles technologies? Alors, la Plutôt. télévision à votre époque, Ouais. puis ensuite la micro-ordinateur, l'Internet. Oui. C'est en Californie, lors de mes études justement, que j'ai découvert ça et j'ai trouvé tout de suite ça passionnant. Qu'est-ce qu'on peut conseiller comme filière? Alors, évidemment, s'inscrire à l'IFG, bien sûr, mais comme filière pour aller vers ce monde qui, au fond, sera demain un monde qui fournira un grand bassin d'emploi, qui fournira des aventures humaines formidables, des aventures professionnelles extraordinaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui veulent y aller, quoi? Alors, évidemment, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous êtes déjà, vous avez commencé votre carrière professionnelle. On va explorer les deux choses. Moi, il me semble que pour les jeunes, c'est important, d'une façon ou d'une autre, de démystifier la technologie et de démystifier l'informatique, l'électronique, tous les éléments. C'est pas difficile. Voilà. C'est ça la démystification? La démystification, c'est qu'il faut rentrer dedans pour comprendre les concepts principaux et pour pouvoir appréhender le monde qui s'ouvre à nous sans en avoir peur, sans être dans un mode d'ignorance qui fait que si vous voulez manager cet univers, il faut quand même s'y intéresser suffisamment pour le comprendre. Donc, idéalement, une formation technique, puis de mon point de vue, une formation de management, de commerce ou de gestion selon ce qu'on a envie de faire. On peut rester également dans la techno. Si on est un peu plus vieux et qu'on a finalement pas fait on a fait une formation littéraire qui est une formation formidable, il y a beaucoup de cycles aujourd'hui autour du codage, mais aussi autour des grands principes des fondamentaux de la technologie qui me paraît important éventuellement d'appréhender parce que je crois que le monde de demain est un monde qui sera supporté, qui sera soutenu par de la technologie absolument partout et que c'est un handicap de ne pas en comprendre les fondamentaux. Pour ceux, alors c'est le cas de beaucoup de gens sans doute qui nous regardent à l'IFG, qui sont, comme l'expliquait Jean-Alexandre tout à l'heure, déjà qui ont fait des études importantes, qui sont dans une formation complémentaire pour progresser dans la vie, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ce stade-là? Vous avez parlé des jeunes, maintenant parlons de ceux qui sont toujours jeunes, toujours en forme, toujours avec de l'énergie, plus proches de nos âges quand même, et qui sont en formation ou qui souhaitent en avoir une, comme ceux qui nous écoutent aujourd'hui de l'IFG par exemple. Alors là, il faut faire quoi? Alors, je pense que vous pouvez vous faire, c'est possible de se faire un vernis léger en se mettant à lire, en se mettant, voilà, hein. Il faut comprendre les concepts. On ne demande pas à l'ensemble de l'entreprise d'être capable de gérer la techno. Par contre, ce qui est important, c'est d'en comprendre les rouages, les fondamentaux, pour être en mesure de les manager. Hein. Pour des managers, être totalement ignorant des mécanismes de déploiement des technologies, de ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est un handicap. Donc, il est d'abord parfaitement possible de s'y mettre de façon personnelle, en lisant, en allant dialoguer. Vous êtes dans une entreprise, vous avez une direction du digital, de la data, de l'informatique. Il faut s'en rapprocher, se faire expliquer les choses et derrière travailler parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Il faut le travailler pour le démystifier, en comprendre les rouages principaux et l'appréhender. Alors il faut travailler. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez créé Message pour commencer,
ce parcours professionnel. Alors, qu'est-ce que c'était Message? Alors, c'était un concept et une boîte. Oui, absolument. Message, en fait, c'était l'idée que on envoyait on envoie quelque chose en s'habillant, et on a fait faire en Asie, il y a déjà une petite trentaine d'années, ce Message était ma première boîte pendant mes études. Donc on faisait faire un certain nombre de produits, ça a d'abord été des vêtements, et puis après on a un peu étendu la gamme, avec des messages plutôt imprimés, et on vendait ça dans la grande distribution. Voilà. Et ça, c'était le concept vraiment un peu, je dirais, innovant de l'époque, puisque on a fait des gammes qui ont très très bien marché dans la grande distribution. Puis voilà, je l'ai vendu parce qu'on avait voilà, une gestion de l'offshore qui était quand même relativement compliquée, et j'ai trouvé qu'à un moment, je manquais de fonds propres pour pouvoir continuer à me développer. Donc j'ai revendu l'entreprise, ça m'a fait un bon capital pour la suite. C'est important de s'asseoir financièrement sur un capital important pour créer. C'est compliqué de trouver de l'argent pour avancer. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont totalement changé, et elles sont en train de se transformer profondément, complètement en bien, puisque j'aurais eu les moyens d'aujourd'hui, j'aurais vraiment pas vendu Message, et j'en aurais fait, je crois et j'espère, une grande entreprise. Non, ça a énormément progressé. Ces Américains qui ont développé un système de capital risque qui s'est fluidifié, qui s'est diffusé sur toute la planète. Et aujourd'hui, même si on doit faire encore beaucoup mieux, le capital risque en France, c'est quelques milliards d'euros. Si vous prenez non coté seulement, amorçage, on est aux alentours de 5 milliards d'euros. Et ça a remonté, parce que pendant la crise, ça avait beaucoup baissé. Et les États-Unis, c'est 50. Donc on voit bien que voilà, c'est 50 milliards d'euros, rien que sur les startups. Nous, sur les startups, on est à 1,5 milliard. Donc en France, on est à peu près à 1,5 milliard, on est en 2e ou 3e position en Europe. Et voilà, donc les Américains en Californie, c'est 15 milliards d'euros, enfin de dollars. Mais voilà, donc on est très loin des volumes que les Américains ont mis en place, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'à mon époque, qui a 25 ans. Là, c'est sûr que ça a énormément progressé. On continue en 1990, à la session donc, de Message, vous rejoignez la société Randstad. Alors, qu'est-ce que vous y faites? Alors, je suis embauché parce que, justement, chez cette expérience... C'est une bonne question. Pourquoi vous êtes embauché? Alors, vous avez vendu, vous êtes sur le marché du travail, vous avez envie de continuer. Je pense que vous faites embaucher. Alors, donnez des conseils à ceux qui nous regardent. Comment on fait pour se faire embaucher? Voilà, c'est une... je crois que, alors vraiment, pour se faire embaucher, il faut avoir une démarche d'interface, finalement, il faut vendre un concept, il faut vendre ses atouts, il faut se faire acheter, il faut se faire désirer, voilà. Randstad Randstad, il cherchait des managers qui avaient des expériences différentes, il cherchait des gens qui avaient, ils voulaient faire du M&A, ils voulaient des gens qui soient capables d'organiser des PMI un peu compliqués. Qu'est-ce qu'elle fait cette société concrètement? Randstad, c'est une grande société de services hollandaise, on la connaît un petit peu en France pour le côté travail temporaire, mais moi j'étais là pour développer la partie IT déjà, la partie technologique. Ils font de la sécurité également. Enfin c'est des grands groupes internationaux de multiservices en fait, et ils développent l'informatique. Et moi j'avais été embauché pour développer ça. Vous avez appris dans ces différentes étapes professionnelles ce qui fera votre succès plus tard. C'est par ces sociétés-là que vous avez acquis les choses? Bien sûr. Je crois que vraiment, la création d'entreprise telle que moi je l'ai fait la première fois, on a énormément de choses à apprendre, et l'apprendre tout seul dans son entreprise, c'est un challenge supplémentaire. Il y a des gens qui arrivent très bien et je leur dis bravo, mais je pense que l'expérience d'une grande entreprise ou d'une petite même, quand on est au contact de gens expérimentés, bienveillants, qui vont vous coacher sur un certain nombre de choses, qui vont vous faire progresser sur vos zones de faiblesse et qui vont vous tirer vers le haut sur vos zones de force, c'est vraiment formidable. Donc moi je ne oppose pas du tout la vie professionnelle en entreprise et la création. La création, c'est une aventure tout à fait extraordinaire que je revendique et que je
dont je fais la promotion, et je crois que c'est une très grande aventure, et c'est probablement une aventure vraiment qui est à la portée de beaucoup de gens qui veulent le faire, et il faut que ça soit vécu par le maximum de gens, puis ça crée de la richesse, c'est vraiment un souffle de liberté dans un pays, l'entrepreneuriat. C'est pour ça que les Américains sont en train de diffuser cette culture sur la planète, et que nous, on est en train de très très bien réagir. C'est le bon aspect de la culture américaine qui est diffusé. C'est le formidable aspect de la culture américaine, c'est ce grand large dont on a tellement besoin. Donc je ne pose pas du tout ça avec l'entreprise, avec la vie d'entreprise. Il y a des cadres qui font l'entrepreneuriat, il y a des boîtes fantastiques, etc. Il faut aussi construire l'entreprise. Hein, mais toutes les expériences sont formidables, et il faut plutôt, à mon sens, avoir des moments de formation avant de se lancer. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi, c'est ce que je propose. Ouais. Alors, il faut aussi des opportunités formidables. Il y en a eu une, c'était la dérégulation des télécoms, qui vous a permis de créer des Devoteam, de performer avec des Devoteam. Ça s'est passé comment? Vous avez saisi l'opportunité, vous avez vu, au fond, quand les télécoms en France sont dérégulés, qu'il y avait une opportunité. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, c'était une combinaison. Autour de 95, exactement. 1995. On décide de créer l'entreprise en août, et on la crée en octobre. Donc, on la crée concrètement en octobre, on la lance en octobre. Pas trop de difficultés techniques pour créer son entreprise en France, comme on le dit souvent? Non, mais si on a envie, on fait. Les vrais problèmes de l'entreprise en France, c'est pas sa création. Ça s'est simplifié par rapport au moment où j'étais là, le capital a plutôt baissé, les besoins de fonds, etc. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est qu'on voit qu'en France, les entreprises ne grandissent pas. Et c'est là où on a un très grand sujet à traiter pour notre économie nationale. Elles éclorent, mais elles ont du mal à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr, parce qu'elles ont des blocages partout. Alors en 95, vous créez des Devoteam. On crée des Devoteam sur la dérégulation des télécoms et l'arrivée des technologies IP, Internet Protocol, qui vont bouleverser les réseaux. Deux opportunités. Exactement, croisées en fait. Donc il faut regarder son temps. Ce que vous dites là, c'est que quand on a des idées, quand on a de l'énergie, il faut aussi regarder dans quel temps on est et où sont les opportunités. Quand est-ce qu'elles vont se croiser pour foncer? C'est ça que vous dites? Oui, moi je crois que il ne faut pas attendre l'idée géniale. Si vous vous dites je serai entrepreneur le jour où j'ai une idée géniale, probablement vous n'entreprendrez pas. Donc il faut d'abord, de mon point de vue, créer dans un environnement qu'on connaît. Parce que s'il faut tout découvrir, c'est compliqué. Donc, moi, encore une fois, ce que je préconise, c'est de créer son entreprise dans un environnement qu'on a pu appréhender, soit parce qu'on a une expérience précédente, et les réussites sont exceptionnelles. Quand vous regardez les taux de réussite des entrepreneurs qui se sont lancés dans un environnement qu'ils ont d'abord appréhendé, eux comme salariés d'une entreprise de ce secteur-là, les taux de réussite sont énormes. Donc c'est quand même cette voie-là qu'il faut peut-être pousser. Bon, mais après il faut amener une amélioration, il faut amener quelque chose dans le marché. Si c'est juste faire de la copie, c'est sans doute possible, mais c'est dommage parce que là probablement on aura beaucoup de mal à se développer et de façon ambitieuse. Donc il faut penser son marché, celui qu'on connaît bien, et essayer de faire une innovation, que ça soit technologique, que ça soit marketing. Voilà, il y a beaucoup de choses merveilleuses et fantastiques à créer dans un environnement qui est déjà très concurrentiel avec beaucoup d'entreprises quand on sait bien faire ce métier-là. Alors pourquoi donc en 95 cette dérégulation des télécoms et cette autre opportunité se croisent? Comment concrètement vous la saisissez? Vous faites quoi? Parce que j'imagine que ce métier a changé depuis. Ah oui, ça il a changé très 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 souvent. Alors, il faut épouser ces évolutions. Bien sûr, commençons par le départ. Bien sûr. Je crois que l'idée principale, c'est de déterminer que, effectivement, dans l'univers qu'on appréhendait, Godefroy, qui était dans le contenu, Godefroy, mon frère et moi, on sent bien qu'il y a une rupture assez fantastique qui se passe en France et qu'on connaît déjà en Angleterre. Donc il suffit de comparer les deux marchés, qu'on connaît déjà aux États-Unis. Il suffit de comparer les deux marchés pour voir qu'il se passe quelque chose. En plus, moi, je vois à travers les contacts en Californie que l'informatique, les réseaux, et d'ailleurs également les réseaux qu'on peut avoir dans les boîtes de technologie en Europe, on voit bien qu'il y a une transformation des technologies qui va bouleverser l'informatique dans les mois qui commencent à monter. On
on ne sait pas évidemment que Internet va bouleverser toute la planète, mais en tous les cas, on sent bien qu'en tous les cas, au niveau des réseaux informatiques, de l'informatique telle qu'elle est vécue dans les entreprises à l'époque, il y a quelque chose qui se passe de très profond, connecté aux télécoms. Donc tout ça, ça fait un environnement où on se dit, il faut creuser parce qu'il y a des choses à faire, et on commence à tâtonner dans cet univers, et là, on est aspiré par la vague de transformation qui se passe dans le marché. C'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez une ambition, vous commencez à creuser, ce qu'on appelle aujourd'hui pour les startups pivotées, c'est-à-dire vous commencez avec une idée, puis très vite vous apercevez qu'elle n'est pas complètement orientée dans le marché, et vous cherchez à adhérer à une vague qui émerge, et c'est là où vous faites des entreprises incroyables. Alors vous commencez par quel démarchage au début? Vous allez voir qui? Le premier grand marché qu'on a, oui bien sûr, on fait Devoteam, on crée avec des ingénieurs de France Télécom, une des filiales de France Télécom, Transpac, on fait le premier réseau Internet en France en cachette de la hiérarchie de France Télécom qui ne veut pas de cette technologie et qui ne veut pas de ces nouveaux réseaux Internet. Donc, vous imaginez le truc, on fait avec des ingénieurs canadiens qu'on va chercher au Canada, le premier réseau Internet de France Télécom, un Tranet en fait. Il faut le savoir, le projet a été caché à la hiérarchie et ça a été fait avec des budgets… Ça s'est fait sans que la direction le sache en le cachant systématiquement à la hiérarchie parce que la direction n'en voulait pas, considérait que c'était des fonds mal utilisés. Donc c'est là où on voit l'anecdote. Donc on le fait, voilà, les réticences. Et puis pour Devoteam, c'est un peu dangereux parce que si on apparaît comme l'acteur qui fait faire des projets interdits au middle management, c'est pas très bon. Mais donc il faut prendre des risques, quoi. C'est ça la conclusion. Bien sûr qu'il faut prendre des risques. Alors aujourd'hui, c'est un métier qui a considérablement évolué. En une minute, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est Devoteam aujourd'hui? Alors il y a des chiffres, bien sûr. 4700 collaborateurs dans 23 pays en Europe, Moyen-Orient et en Afrique, qui nous intéresse particulièrement dans cette émission, puisque IFG a aussi son empreinte forte en Afrique. Et en 2014, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de près de 443 millions d'euros quand même. C'est quoi aujourd'hui Devoteam? On fait quoi dans Devoteam? Alors, Devoteam, principalement, ce sont des ingénieurs et des consultants qui aident les entreprises à gagner leur bataille digitale. Ça veut dire on donne de l'agilité au système d'information, au vieux système d'information de ces grandes organisations qui est très lourd, qui donne beaucoup d'agilité pour les gens qui sont en entreprise aujourd'hui et qui supportent de travailler en attendant des mois les nouvelles versions, en attendant des mois qu'on puisse ouvrir des portes vers les partenaires, vers les salariés qui sont de plus en plus mobiles. Tout ça, c'est une évolution technologique très forte. Que Devoteam connaît bien puisqu'il y a des années qu'on travaille dessus. Donc on apporte ce savoir-faire-là au système d'information des entreprises. Et puis les nouveaux usages. Comment on fait pour apporter de nouveaux usages de mobilité, d'agilité avec les clients, de capacité à aller suivre les collaborateurs, les partenaires partout où ils sont. Ça veut dire des systèmes ouverts et ça veut dire un bouleversement de comportement total avec des dimensions de sécurité qui est évidemment primordiale. Voilà, c'est ça le métier de Devoteam aujourd'hui. Quelle perspective pour Devoteam? Alors quand on va chez vous, c'est formidable, vous avez créé un espèce de système à l'américaine chez vous, tout est ouvert, vous êtes à Levallois, dans un immeuble comme ça qui monte, votre bureau est je crois au dernier étage, et on traverse un millefeuille sous la verrière, de jeunes qui bossent d'une espèce de ruche, et il a l'air d'avoir une ambiance formidable, sympa en plus. Quand vous êtes, alors c'est de toute façon pour moi fondamental, et la vie d'entreprise c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'exigences dans l'entreprise. Il faut aussi qu'il y ait de la bienveillance. Pour moi, c'est ces deux piliers de Devoteam. C'est très haut niveau d'exigence. Moi, je dis aux salariés de Devoteam, vous êtes chez nous, vous êtes chez vous, vous êtes dans un groupe, dans une tribu qui veut jouer la Champions League. On veut, Devoteam, être un acteur fondamental de la transformation digitale des grands groupes et de l'économie en général. Donc, vous ne pouvez pas espérer un jeu du dimanche après-midi avec vos copains. On joue la Champions League. Il y a beaucoup d'exigences chez Devoteam, mais il y a également beaucoup de bienveillance parce que je pense que c'est ma philosophie de la vie. On passe énormément de temps ensemble. Il faut qu'on soit heureux de travailler ensemble. C'est comme ça qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on va être capable, dans la durée, d'être très bon, très imaginatif, de trouver des solutions, de travailler pour la collectivité.
Et donc, ça, c'est les deux piliers de la culture entreprise de Devoteam. Donc, effectivement, une ruche, parce que les gens sont, je crois, très motivés. Mais ne faisons pas d'angélisme. Hein. Après 21 ans, Devoteam, on a passé des crises dures, on a restructuré, on a rebondi, on a cru très très vite. Voilà. Tout ça, c'est des éléments de l'entreprise d'aujourd'hui. Dans vie d'entreprise, il y a vie et entreprise. Mais absolument. Il y a vie, bien sûr, hein, bien sûr. Mais voilà, je crois qu'une entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a besoin d'énormément d'énergie, il y a besoin d'un investissement des collaborateurs qui doit être total. Et parfois, c'est dur, mais c'est tellement satisfaisant quand ça marche. Et ce que je disais tout à l'heure, vous me demandiez ce que va devenir Devoteam. Devoteam est sur au cœur d'une transformation extraordinaire. Donc, on va vivre une montagne russe comme toutes les entreprises, parce que la transformation digitale, l'intelligence artificielle, la 3D, l'IoT, hein, l'Internet of Things, ça va bouleverser tous les business models, absolument tous. Et il y a beaucoup d'entreprises qui en mourront, et celles qui n'en mourront pas, elles sortiront plus fortes et elles vont créer le monde de demain. Donc moi, ce que je dis à tous les entrepreneurs, à tous les cadres d'entreprise, à tous ceux qui veulent s'épanouir dans l'économie d'aujourd'hui, il faut bouger très vite, il faut être absolument à fond, il n'y a pas de place pour les amateurs. Voilà, pas de place pour les amateurs, c'est ça, je pense, l'économie de demain. C'est Stanislas de Bensman, le co-président, cofondateur de Devoteam, qui est notre invité aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous des dirigeants de l'IFG. On va prendre des questions vidéo provenant des participants au MBA de l'IFG dans un instant. Bonjour Monsieur de Bensman, Sabri Derder, chirurgien plasticien et fondateur d'un réseau de cliniques de médecine esthétique en Suisse. Une question, comment la transformation digitale permet-elle de faire évoluer les méthodes de management dans l'entreprise? De façon absolue, totale. Je pense que c'est un bouleversement fondamental. Pourquoi? Parce que le digital est en train de fracasser les silos hiérarchiques. Pourquoi? Parce que c'était lié à la descente d'informations, à la hiérarchie, et aujourd'hui, l'information est plate. Vous avez, bon an, mal an, toute l'information, en tout cas, vous pouvez la donner à vos salariés, que ce soit l'information structurée en entreprise ou déstructurée dans le cloud et à l'extérieur et sur les réseaux. Donc cette dimension de transfert de l'information est a quasiment disparu. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans le coaching, dans la valorisation, dans l'apport de connaissances, dans les dimensions d'accompagnement, de leadership, c'est-à-dire comment je tire les gens vers le haut, comment je les dynamise. Et donc la notion de hiérarchie qui va continuer à exister, hein, parce que l'homme doit se structurer dans une organisation, ça ne peut pas être la ruche et la pagaille, même la ruche est structurée, mais elle va se faire de façon beaucoup plus plate. Ensuite, vous avez une capacité d'organiser de supprimer la distance dans les équipes. Donc vous êtes capable de plus en plus de faire des organisations qui ne sont plus liées au lieu en place. Hein. Vous pouvez avoir un groupe qui travaille en équipe de façon transnationale sur des continents différents. Donc voilà, ça bouleverse totalement l'organisation, la hiérarchie des entreprises, hein, et pour le mieux, On va regarder une question de Philippe Valéry, exécutif MBA ICG entrepreneurial 2016. On l'écoute. Bonjour Monsieur de Bensman, je suis Philippe Valéry, directeur adjoint du centre de formation ADRAR, basé en région Occitanie. J'aurais voulu vous poser la question suivante. Pourriez-vous nous donner un ou deux exemples concrets pour impliquer les salariés dans cette transformation numérique, notamment en termes de formation? Merci de votre réponse. Claire. Alors, si c'est des exemples concrets, en fait, si on prend la transformation de la Poste, par exemple, qui mène une transformation extrêmement profonde, avec des postiers avec qui ont des mouvements, d'ailleurs, syndicaux, des mouvements de colère. Parce que le métier change évidemment énormément. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans la question. Vous avez des postiers
dont le métier disparaît. Hein, ils ont une lettre qui ne sert plus à rien puisqu'elle est maintenant remplacée par le mail. Donc, on a fait avec la Poste des grands programmes de formation aux outils mobiles, hein, aux smartphones, pour leur permettre d'aller vendre d'autres services chez les Français. Il n'y a plus de lettres, mais les Français font confiance aux postiers. Et donc, vous avez eu un travail de fond qui permet aux postiers de s'approprier l'utilisation d'applications mobiles sur smartphone et de vendre maintenant facilement. C'est un accès facile à ça. C'est des formations quand même complexes. Alors, évidemment, tout dépend on peut comprendre qu'ils ne s'en sentent pas capables aussi, quelquefois. Comment ça se passe dans ces cas-là? Moi, je crois que tout le monde est capable de... C'est tellement intuitif, justement, on est sorti de l'univers des produits très compliqués avec des notices d'utilisation qui, vous vous rappelez, étaient un cauchemar. Ouais, on rentre dans un univers très intuitif. Donc, je ne dis pas que pour prendre un salarié qui a 50 ou 60 ans, qui est plutôt sur téléphone, voilà. Mais c'est quand même un univers intuitif. Bien entendu, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut plus montrer, ludique aussi. beaucoup plus ludique. Hein. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle la formation à travers les jeux. Hein. On gamise la gamimisation de la formation qui permet d'être beaucoup plus intuitif pour les salariés. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais ce que je veux dire, c'est que il faut embarquer les salariés en leur montrant que ça leur donne des nouvelles opportunités pour eux, qu'ils doivent bouger, que c'est impératif, qu'ils se mettent en danger, eux et leur entreprise, s'ils ne bougent pas. Si je reprends le cas de la Poste, à quoi va servir demain la Poste s'il n'y a plus de lettres et que les postiers ne franchissent pas le pas? Donc ça ne sert absolument à rien de bloquer ces évolutions. Il faut par contre que les salariés aient de l'exigence par rapport à la formation, par rapport à l'accompagnement, et vous avez énormément d'entreprises qui se spécialisent là-dedans. Il faut que vous ayez des exigences par rapport à l'accompagnement, mais il ne faut pas se mettre en situation de blocage, parce que la situation de blocage, c'est la mort assurée, soit de l'entreprise, soit de la fonction. Le postier qui vous continue à distribuer des lettres, c'est sa disparition qui est la réalité. Selon le fameux adage, il faut tout changer pour que rien ne change. Exactement. Voilà. C'est Stanislas de Bensman qui est l'invité des rendez-vous des dirigeants de l'IFG sur Internet aujourd'hui, entre autres. On va prendre une question de Marie-Noël Renoir, exécutif MBA ISG General Management promo 2017. On l'écoute. Bonjour Monsieur de Bensman, Marie-Noël Renoir, société Icar System. Donc je travaille dans une PME située à Tours et j'aurais souhaité savoir pour une structure de type PME, comment elle pourrait amorcer un virage dans le digital. Alors c'est une bonne question parce que PME, on se dit a priori pas énormément de moyens pour investir, et en même temps obligatoirement il faut se transformer. Ouais. Je pense que c'est vous avez un programme spécial pour les PME. Est-ce que vous avez étudié les choses dans ce sens? Je crois que Devoteam, on travaille que pour les grandes entreprises, on n'est pas taillé pour faire les PME. Par contre, à Croissance Plus, j'ai bien réfléchi au sujet. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les grands groupes sont accompagnés par des cabinets spécialisés, ils ont les moyens de les prendre, ils ont les équipes en interne pour travailler avec ces cabinets-là, pour travailler avec Devoteam, pour travailler avec d'autres entreprises. Il faut rappeler que vous avez été président de Croissance Plus. Hein, absolument. Qu'est-ce que c'est? Croissance Plus, c'est une association d'entreprises de croissance. Hein. Il y a à peu près 500 entreprises qui sont des entreprises de croissance, qui sont des entreprises de taille intermédiaire. Donc vous avez des petites, des moyennes, des grandes entreprises, mais elles sont vraiment des entreprises qui sont dans une philosophie de croissance, et on voit bien les difficultés. J'ai vu comme président les difficultés qu'elles ont à appréhender l'univers digital. Elles ne sont pas accompagnées comme moi je vois mes clients. Hein, c'est la Société Générale, c'est Vodafone, c'est Mercedes. Voilà, c'est très grandes entreprises qui sont très équipées. Elles ont néanmoins des problématiques. Mais elles ont autant que les grands groupes, la nécessité de bouger. Donc, ce qu'on peut dire, moi je crois qu'il faut une volonté de la direction, et il faut que la direction accepte de sortir de son quotidien et qu'elle choisisse des rendez-vous qu'elles peuvent avoir
aux chambres de commerce, qu'elles peuvent avoir à travers les réseaux de formation des entreprises, qu'elles peuvent avoir à travers le MEDEF. Tout ça, toutes ces organisations proposent des formations, des rendez-vous, des colloques. Et ça passe forcément d'abord par là. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir un cabinet de conseil en stratégie qui va venir accompagner le dirigeant, il n'en a pas les moyens et ça ne sera pas adapté. Par contre, vous avez énormément de choses éparpillées qui se mettent sur ces thèmes-là, qui vous font réfléchir et qui permettent aux dirigeants de prendre conscience, de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que lui, qui font des expériences. Parce que le digital, ça commence d'abord par des expériences, des petites expériences. Vos clients ne travaillent pas avec vous à travers un canal digital, il faut leur proposer. Et puis vous allez voir que tout doucement, ça passe. Vous allez vous mettre à travailler avec l'État, vous allez passer, vous êtes obligé maintenant de passer par une facturation et par le digital. Tout ça, c'est en train de se mettre en place et c'est nécessaire de le faire de façon expérimentale. On appelle ça try and learn, essayer et apprendre. Et ça veut dire essayer, apprendre, ça marche pas, vous recommencez autre chose. C'est comme ça qu'on rentre dans l'univers digital, parce qu'aujourd'hui, rien n'est stable. Vous avez besoin de technologies solides, donc il faut faire le cloud, il faut passer par le cloud. Donc ça veut dire qu'une PME aujourd'hui, il faut qu'elle aille dans le cloud. Voilà, elle va y faire des économies, c'est le premier conseil. Il faut qu'elle cloudise son système d'information, c'est indispensable. C'est moins cher, c'est plus flexible, vous avez les meilleurs standards. Donc allez dans le cloud, c'est ce qu'il faut faire pour une PME sans aucun doute. Et puis derrière, regardez, s'imprégner de ce qui se passe dans le digital, ses concurrents, ce qui se fait à l'étranger. Vous devez sortir la tête de votre quotidien. Vous devez vous forcer à rentrer dans vos agendas un temps pour confronter votre réalité d'aujourd'hui à ce que le monde qui est en train de se dessiner demain. Vous donnez envie, Stanislas de Bensman, c'est important aussi de donner envie. Merci. On prend une question de Madame Pamela Atokuna, exécutif MBA ICG, General Management Promo 2017. On l'écoute ensemble. Bonjour Monsieur de Bensman, mon nom est Pamela Atokuna, je suis Facility Manager de formation et j'ai essentiellement travaillé dans le secteur pétrolier au Gabon. Ma question est la suivante. Quels sont les risques qu'encourent les entreprises aujourd'hui à ne pas amorcer leur transformation digitale? Je vous remercie. J'espère que j'ai plutôt répondu à cette question en filigrane. Je pense le risque, il est majeur. Le risque, c'est la mort. De disparaître, quoi. Oui, il ne faut pas se faire dur. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise qui faisait des calèches a pu rester vivante à l'heure de la voiture? Il va se passer exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, sauf que ça va beaucoup plus vite. Donc, toutes les entreprises traditionnelles qui ne rentrent pas, qui ne bougent pas, vont disparaître. Elles seront remplacées par des nouveaux venus, des gens qui seront dans l'ère d'aujourd'hui et de demain. Et donc, même les PME, vous avez l'impression, vous êtes dans le B2B, vous vendez de la peinture, vous êtes un intermédiaire. Les intermédiaires vont disparaître s'ils ne créent pas des services à valeur ajoutée. Aujourd'hui, à quoi sert un intermédiaire s'il n'y a pas une valeur ajoutée? Vous avez tout en direct à travers Internet. On le voit bien d'ailleurs maintenant quand on veut commander quelque chose. On ne va plus dans un magasin, on commande sur Internet. Vous faites livrer instantanément et voilà. Donc c'est le même principe. Donc on risque la mort et donc ce que je dis, ça rejoint la question précédente. Vous devez avoir une direction générale qui se met sur ce sujet-là, qui le fait de façon expérimentale, en prenant des petits risques mesurés, et qui doit le faire, sinon elle sera balayée à un moment ou à un autre. Parce que quand la start-up ou le concurrent fait une trouvaille dans le digital, en quelques mois, il a tué tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas datés. Donc ça démarre très fort, tout d'un coup, et là, c'est très très brutal. Je ferai un petit complément de ce que j'ai dit tout au long de cette émission, puisqu'on avait l'occasion de parler à quelqu'un du Gabon. L'Afrique, c'est la terre de toutes les opportunités. Et l'IFG est très désireuse d'être présente sur ce terrain. Et c'est formidable, c'est un continent qui est un continent de Il y a des Afriques en même temps. Voilà, il y a plein d'Afriques et il y a plein de problèmes, ne soyons pas naïfs. C'est vraiment une terre qui s'ouvre tout doucement après que l'Asie l'ait fait, après que l'Europe l'ait fait. Mais voilà, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est vraiment la clé du décollage réel et puissant de l'Afrique. Et nous, on se sent probablement aussi avec l'Afrique un lien particulier, forcément.
puisqu'il y a beaucoup de pays d'Afrique francophone bien sûr, avec qui on bien est sûr. voilà, puis culturellement très liés. Et culturellement très proches. Mais c'est bien le côté entrepreneuriat qu'il est important de mettre en avant, parce qu'on n'attend pas grand-chose des politiques. On n'attend pas grand-chose des grandes organisations, des corps intermédiaires. Ils ont leur efficacité moyenne, voire médiocre. Et donc, c'est les entrepreneurs qui doivent prendre leur destin en main. Alors, ça tombe bien, puisqu'il y a une question d'un téléspectateur. Alors, c'est moi qui vais la lire, ce coup-ci. Elle ne va pas vous être posée par vidéo. C'est Amidou Sampi qui la pose. Comment l'Afrique peut-elle prendre le train du digital quand l'Internet n'est pas démocratisé? C'est une bonne question. J'ai vu que Facebook voulait que Facebook et Google voulaient, que les Américains vont aller assez vite sur les choses. Voulaient installer des ballons qui permettraient, voilà, ça va aller très vite. Donc je crois que c'est l'opportunité de commencer tôt. Vous y êtes, Devoteam? On est en Afrique, bien sûr. On est en Afrique. On a des bureaux en Afrique du Nord et on fait beaucoup de missions sur les banques, les gouvernements africains. Donc c'est une terre d'opportunité. L'accès déjà à Internet, qui n'est pas trop répandu, démocratisé, il va se faire très vite selon vous quand même. Très vite. Et alors, ce qui est intéressant pour les zones qui n'ont pas des vieilles infrastructures, c'est qu'elles démarrent directement sur les nouveaux usages avec les dernières technologies. Donc, ils ne passeront pas les étapes intermédiaires qu'on a connues. Exactement. Ils y vont direct. Ils y vont direct et du coup, ça peut être des ruptures fortes, mais c'est beaucoup d'opportunités. Mais je voudrais insister sur une chose, puisqu'on a eu deux questions d'une façon ou d'une autre liées à l'Afrique. C'est pas de l'angélisme que je fais. Je vais pas vous raconter tout va bien, allez-y. C'est dur l'Afrique parce que, comme vous dites, il y a beaucoup d'Afrique, que c'est pas toujours clair de savoir où sont les zones de pouvoir. C'est pas forcément facile de se faire payer. C'est plus ou moins dur partout. En Chine, c'est dur, on dit. La Chine est extrêmement dure, donc c'est pas dur partout parce que le cadre est plus facile en Europe. Et certainement aux États-Unis. Plus vous allez dans des zones où les dimensions légales n'est pas toujours claires, etc. Mais moi je dis aux Africains, soyez entreprenants, soyez entrepreneurs, c'est votre destin que vous avez en main. Et ce n'est pas les corps intermédiaires actuellement qui sont plutôt bloquantes dans cette affaire, qui vont vous aider à vous en sortir. Je le dis aux Français, je le dis aux Européens bien sûr, mais je le dis particulièrement aux Africains parce qu'ils ont une terre de conquête, une terre qui est tellement source d'opportunités. Avec les nouvelles technologies, c'est un décollage qui peut être extraordinaire. Stanislas de Betsman est l'invité du premier rendez-vous des dirigeants de l'IFG avec une émission où on explique un petit peu concrètement, c'est pas mal, à ceux qui souhaitent se former, comment aller dans ce monde digital. Alors on va prendre une question d'Hervé Marchand, qui est la transformation digitale est un processus que les entreprises connaissent déjà et qui a démarré d'abord avec l'informatique, dématérialisation des données, traitement de l'information. Quelle est la différence entre transformation informatique et transformation digitale? Bonne question ça aussi. Bien sûr. Je pense que les entreprises ont découvert le digital tel qu'on le conçoit aujourd'hui par les particuliers, pas par l'entreprise. L'entreprise a construit un système d'information tourné vers l'intérieur, extrêmement solide, qui a été construit pour sécuriser la donnée de l'entreprise. Avec l'apparition des réseaux sociaux, on a déplacé le sujet de l'intérieur de l'entreprise à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a été obligé d'ouvrir le système d'information à la digitalisation des clients, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus dans la boutique vous achetez le produit, ils s'assoient, ils vont sur les réseaux sociaux, ils regardent l'information qui circule sur le produit en question, ils regardent où est-ce qu'ils peuvent l'avoir et en quelques clics, ils se le font livrer. Donc ça, ce n'est pas du tout une histoire d'informatique. Bien sûr, tout le digital est basé et supporté par de l'électronique. Donc ça, l'électronique est là et ça n'a pas changé, ça ne fait que s'accentuer. Aujourd'hui, vous allez récupérer votre carte d'embarquement sur votre portable, c'est de l'informatique. Oui, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le réseau informatique qu'il y a dessous, ça existait déjà, c'est tout l'usage qui a été permis grâce à l'interface que vous avez avec le système d'information de la compagnie aérienne. Ça, c'est totalement nouveau parce que ce système d'information, il s'est ouvert vers l'extérieur. On compare ça à la rupture qu'il y a eu entre les châteaux forts fermés
et puis l'âge de l'ouverture, c'est-à-dire la renaissance. Et on est à une époque de renaissance où on sort du château fort, c'est le data center, c'est l'informatique totalement tournée vers l'intérieur. On doit aller, la bataille se fait à l'extérieur de l'entreprise, elle se fait dans les réseaux sociaux, et bien que ça soit supporté par l'électronique et de l'informatique, c'est un bouleversement culturel, un bouleversement par les usages qui est total et absolu. Donc, vu de la lorgnette techno, c'est beaucoup de nouvelles technologies, mais ça reste de l'informatique. Vu par l'univers digital, c'est de l'usage, de la mobilité partout, du user experience. On parlait tout à l'heure des vieux produits avec des notices d'utilisation que personne ne lisait et qui étaient insupportables. Aujourd'hui, tout est intuitif. C'est ça la révolution digitale. C'est l'usage, c'est l'intuition, c'est la facilité d'utilisation. Le moyen qu'il y a dessous, au final, c'est l'informatique. Mais c'est l'informatique avec beaucoup de créativité, dont le cloud, qui donne une agilité à l'informatique absolue, qui donne une capacité de... Vous êtes un fan du cloud, hein, on l'a compris. Non, mais c'est l'infrastructure de la digitalisation, de la même façon que la révolution automobile, elle est arrivée parce qu'il y avait des routes. Vous pouvez toujours faire des belles automobiles, en 1800 et quelques, il pouvait y avoir des belles automobiles. S'il n'y avait pas de route, vous la mettiez devant chez vous et puis vous attendiez qu'on construise des routes, des stations-service, peut-être des restaurants, d'où le développement par Michelin, du guide Michelin. Tout ça, ça a été les infrastructures qu'on a apportées pour le développement de l'automobile. Et bien, le cloud, c'est l'infrastructure pour le développement des usages digitaux. On va prendre une question de Gilbert Peter, qui est un des participants. MBA, comment la transformation digitale peut-elle influencer le comportement humain dans l'entreprise? Productivité, interculturalité, comment ça se passe? Oui, bien sûr. C'est un peu lié à la question sur le management. Ça ne va pas standardiser tout le monde? Mais il n'y a pas un risque de standardiser au fond? Il y a une standardisation culturelle mondiale. La mondialisation, ça a apporté des télévisions, des films, des modes, des marques mondiales qui fait que quand vous êtes à Pékin, à New York ou à Paris, 80% des gens s'habillent pareil, regardent des séries qui se ressemblent. La mondialisation, c'est d'une certaine façon l'uniformisation. Et qu'est-ce qu'on constate à côté de cette uniformisation du monde? La recherche de spécificité. On a besoin aussi d'être de son village, d'être de sa culture. Le naturel revient au galop, vous voulez dire? Oui, je crois qu'il y a les deux facettes en fait. L'être humain est heureux de se mondialiser parce qu'on veut aller à Venise pour 90 €, on veut connaître New York, on veut connaître la planète, c'est extraordinaire. Les jeunes voyagent comme jamais et c'est une opportunité fantastique. C'est aussi une opportunité de fraterniser. Parce qu'on fraternise, parce qu'on connaît les autres, parce qu'on les rencontre, parce qu'on se comprend, parce qu'on a l'anglais pour se parler, parce qu'on a Facebook pour rester en contact. Donc c'est des outils extraordinaires. Ça peut être le pire aussi avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de déversement, de calomnies, de rumeurs, etc. Donc aucune avancée humaine n'est que bien ou que mal. L'atome, ça a permis de faire peut-être une énergie incroyable, ça a permis de faire peut-être la paix aussi parce que c'est la terreur qui évite les guerres aujourd'hui, mais ça a aussi été le pire, c'est Nagasaki et Hiroshima. Donc on voit bien que tout est possible avec le progrès est porteur du pire et du meilleur. C'est un outil. Qu'est-ce qu'on en fait? Une guerre digitale, elle est possible ou pas? Elle a commencé quand vous voyez les Israéliens qui ont attaqué les centrales nucléaires iraniennes et qui ont bloqué pour 2 ou 3 ans les programmes. Le site de TV5 Monde qui a été hacké par des hackers. Encore une fois, on n'a pas encore déterminé l'origine. Ne voyons pas ça comme un élément de Internet peut être mal, mais l'homme porte le bien et le mal en soi. Quand on lui donne un outil, c'est un outil. C'est un marteau. Vous pouvez faire quoi avec un marteau? Construire une maison ou taper sur la tête de votre voisin qui vous énerve? Donc, tous ces outils-là sont neutres. C'est ce qu'on veut en faire. Quand les Américains utilisent leurs moyens technologiques pour espionner le monde entier, ils ne l'utilisent pas de façon positive. Ou alors, on peut considérer qu'en protégeant, en espionnant, ils empêchent peut-être des actes terroristes. Tous ces progrès
peuvent porter le meilleur et le pire. L'intelligence artificielle peut être un fantastique et va être, j'en suis persuadé, un fantastique outil de création de richesse, de libération de l'homme sur plein de tâches épouvantables. Quand on a sorti la charrue et qu'on est passé au tracteur, les gens ont été désespérés, ils ont cru que c'était la fin de l'agriculture. Certes, peut-être, il y a 1 ou 2% d'agriculteurs aujourd'hui, il y en avait 70% il y a 100 ans, mais quelle libération pour l'homme, et on arrive à manger, à nourrir de plus en plus de monde. Donc c'est pour dire que l'intelligence artificielle va libérer l'homme de beaucoup de tâches et lui permettre, j'en suis persuadé, de devenir plus humain, de prendre plus de temps pour son développement personnel, pour se connaître, pour connaître les autres, pour trouver des terrains, pour être dans l'émotion aussi, dans l'art. Voilà, il y a 100 ans, il n'y avait pas de métier de l'art. Personne. On était tous agriculteurs ou à peu près. Aujourd'hui, vous avez près de 30% des métiers qui n'existaient pas il y a 30 ans dans l'enseignement, dans les métiers d'art, dans les métiers de créativité. Donc vous avez plein de nouveaux métiers qui vont s'ouvrir, qui sont beaucoup plus intéressants que d'être agriculteur. Et bien, il y a beaucoup de métiers d'aujourd'hui qui sont pénibles et qui vont être remplacés pour le bien de l'humanité. Et on va être plus libre, j'espère, d'être des meilleurs êtres humains. Bravo. Dernière question. En revenant sur le sondage de tout à l'heure, l'enjeu de transformation digitale est-il uniquement technologique ou n'est-il pas un enjeu beaucoup plus global, organisationnel, innovation, business, humain, comme vous venez de le dire? J'espère qu'on a répondu à cette question. Le digital est en train de transformer 100% de l'univers, c'est-à-dire que ça transforme la façon dont les enfants se comportent avec leurs parents et mutuellement. Le digital, donc, il est dans la vie privée, il va être dans la santé très vite parce que la santé va se bouleverser à une vitesse et pour le bien de l'humanité va se transformer à très très grande vitesse. C'est dans le transport, on voit qu'on va disparaître très vite, voir disparaître très vite les transports où on conduira nous-mêmes, on va faire disparaître les accidents. Donc on peut se désoler du fait qu'il y aura moins d'emplois dans le transport. Si vous sauvez des vies, c'est évidemment pour le mieux. Et encore une fois, ce sont des emplois qui vont disparaître pour que de nouveaux emplois se créent, mais des emplois qui seront beaucoup plus tournés vers le cerveau gauche, vers l'humain, vers ce qui fait le bonheur et la grandeur de l'homme. Je ne veux pas paraître loin des réalités. Je sais bien qu'on peut aussi voir l'autre côté de la facette avec une capacité à transformer les hommes en robots, à les transformer en machines, à imaginer que l'homme se mette au service de la machine. Ça, c'est les apprentis sorciers qui peuvent l'explorer. À nous de contrôler ça pour que tous les progrès se fassent au service de l'homme et pas l'inverse. Et il faut être très vigilant. Un nouveau monde arrive. Un nouveau monde, on est en train de rentrer dans un nouveau monde et ce nouveau monde, il saura ce qu'on en fait. Et il ne faut pas croire que ça viendra de l'extérieur, ça viendra de nous. Merci beaucoup Stanislas de Betsman d'avoir passé du temps avec nous. Ce programme de l'IFG est justement conçu pour permettre aux cadres à haute potentialité de maîtriser les compétences nécessaires pour piloter maintenant avec succès des organisations complexes, de plus en plus complexes, on l'a compris, à vocation internationale, dans lequel le digital va être au fond la clé de tout. C'est ce que vous avez expliqué pendant presque 55 minutes. Être capable de positionner ces enjeux stratégiques, celles de leurs entreprises et dans un contexte mondialisé, puisque vous travaillez maintenant, vous y êtes dans tous les pays quasiment, tous les continents. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion, à cette émission. Bon vent à Devoteam, à ce couple, à ce duo que vous formez avec votre frère. Et puis à très bientôt, bien sûr, à l'IFG. Merci.